Alors bonjour à tous, je suis là pour vous présenter aujourd'hui les générators et comment on peut les utiliser dans l'écosystème JS pour simplifier le traitement des flux de données. Alors c'est ma première présentation, je vous demande d'être un peu indulgent, et je vais peut-être aller vite, parce que je suis just in time à chaque fois que je la fais. Alors je vais vite fait me présenter, donc je m'appelle Nicolas Remise, je suis Tech Lead JS, TS et Data au sein de Darva, dans la partie données du coup. Et j'interviens principalement sur un écosystème JavaScript, TypeScript, un peu de Rust depuis quelques mois, et tout ça basé sur un SGBD MongoDB. Alors, le sujet de cette presse est tout en lien avec mon environnement professionnel, parce que je travaille sur de la data, mais aussi sur du JS, on voit pas trop le lien forcément. Donc pourquoi gérer des flux de données en JS? Donc mon contexte professionnel est le suivant, on a une grosse volumétrie de documents journaliers au format JSON, donc aussi bien par des fichiers qu'on nous fournit que des données qu'on reçoit. Et on a fait le choix il y a quelques années de ne pas partir forcément sur une solution clé en main d'ETL, et de partir, étant donné qu'on est sur du MongoDB, de partir sur du JS. Comme ça nous permet d'avoir des choses plus maintenables par des devs, et pas d'être dépendant d'une solution tierce différente. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas dépendant des évolutions du produit ou des surcoûts du produit, c'est du JS. Donc pourquoi du JS? On a l'intégration native du JSON, JavaScript Object Notation. C'est un langage qui est polyvalent et accessible. La plupart de tous les devs sont venus au moins une fois faire du JavaScript. Donc normalement, en termes de ressources, c'est facile de trouver des gens qui sont opérationnels sur cet écosystème. Par contre, pour faire de la gestion de données, de grosse volumétrie, c'est pas forcément le premier choix qui vient en tête. On a une grosse complexité au niveau de la gestion de gros flux de données asynchrones. Pour tout ce qui est code lisible et facile à maintenir, suivant les développeurs, on peut avoir de tout et de rien. Donc quand on veut gérer proprement des transformations relativement simples, c'est pas forcément ce qu'il y a de... On a tendance à vouloir tout mettre dans les mêmes fonctions et avoir une grosse dette technique là-dessus. Et quand on veut faire des traitements un peu performants, on va avoir tendance à passer par l'API Stream, qui est la plus performante sur l'écosystème Node.js, et en fait, c'est une API qui est relativement vieillissante, et en termes d'utilisation, elle est un peu à contre-courant de tout ce qui se fait actuellement sur cet écosystème. Et c'est là qu'on va maintenant parler des générateurs. Alors, c'est pas tout jeune, hein. Ça date de S6, donc presque une petite dizaine d'années, et oui déjà. Et qu'est-ce que c'est? Parce qu'on l'a vu passer parmi toutes les sucres syntaxiques qu'on a pu avoir avec ES6, et globalement, c'était pas la feature la plus importante, la plus intéressante de la version, elle est un peu passée à la trappe. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une fonction génératrice, donc un générateur, ce n'est ni plus ni moins qu'une fonction qui peut être posée et reprise. Un exemple, on a une fonction génératrice, je reviendrai sur les syntaxes particulières, qui s'appelle filling generator, et on retrouve le mot-clé yield plusieurs fois, donc 3 fois, avec chaque fois une chaîne de caractères différente. Et pour la consommer, on va l'appeler, on va récupérer le résultat de notre fonction génératrice, sur laquelle on va pouvoir itérer et consommer. Et donc à chaque fois, on obtient la valeur suivante, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de valeur, et là du coup, on s'arrête. Mais on retrouve bien du coup notre système de... On retourne une première fois, on se pose, on continue, on va à la deuxième step, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les fonctions génératrices? Il se cache 2 protocoles. Le protocole itérateur et itérable. Je ne vais pas rentrer très vite dans le détail, parce que sinon on va déborder. Donc, un générateur, grosso modo, c'est un objet qui est itérable. C'est ce qui va nous permettre de pouvoir l'utiliser avec des boucles for-off, et de pouvoir le consommer de manière plus simple que d'appeler tout le temps le next. Et du coup, sur la property symbole itérateur, on va avoir un itérateur, qui lui va fournir une méthode next sur laquelle on va pouvoir récupérer un objet qui contient value done à chaque fois qu'on l'appelle. Donc un exemple sera beaucoup plus clair. Notre fonction génératrice, en fait, elle va nous retourner un objet qui est un itérable. Un itérable, c'est quoi? C'est un objet qui, sur sa key symbole itérateur, qui est dynamique, va avoir une fonction qui retourne un objet next, qui est une fonction qui retourne, elle, des objets value done. Tant qu'on a de la valeur, on a une valeur qui est instanciée, et done qui est à false.
Et dès que done est à true, ça veut dire qu'on n'a plus de valeur. L'avantage de toute cette couche-là, c'est que ça va nous permettre de pouvoir consommer des choses facilement et un peu de manière naïve en faisant un for off. Donc là, si on faisait le for off, on aurait la première fois hello, puis world. Et on n'irait pas jusqu'à la value indefine vu que le done est à false. Ça, c'est la logique que le for possède. Dans la pratique, comment ça se déroule? Alors, on va revenir un peu sur les mots-clés qu'on peut retrouver avec les fonctions génératrices. On a le yield, qui est l'équivalent du return, mais dans le contexte de fonctions génératrices, du coup, c'est un return avec la notion de pause. On a le next, qui permet du coup d'appeler l'événement suivant, mais que lorsqu'on utilise le for off, ça va être un peu abstrait, on va pas avoir la notion de l'utiliser. Et enfin, le fonction et puis la petite astérisque qui va nous permettre de définir une fonction comme étant une fonction génératrice. Globalement, une fonction classique, elle va s'exécuter entièrement quand vous allez l'appeler, jusqu'à ce qu'on aille jusqu'au return. Et la fonction génératrice, elle, ne va aller que jusqu'au premier yield. Et quand on va la rappeler, ça va aller au suivant. Alors, on va faire un petit démo, histoire que vous puissiez voir comment ça peut s'implémenter. Et on va prendre un petit exemple de traitement de chaîné sur flux de données, histoire qu'on réponde un peu à la problématique initiale. Donc, on a un flux de données qui arrive en entrée, et on souhaite maintenir plusieurs transformations actions sur chacune de ces données, et le tout de manière la plus maintenable possible, et de pouvoir avoir limite des petites briques métiers qu'on puisse plug and play, changer d'ordre facilement sans se prendre la tête, et que en fait la fonctionnalité de notre flux de données ne soit pas du dev à maintenir forcément, qu'on ait juste à jouer avec nos briques. Alors, j'espère que vous allez tous y voir comme il faut. Est-ce qu'il faut que je grossisse ou pas? Donc, là, on a un petit bout de code JavaScript qu'on va souhaiter moderniser et rendre un peu plus maintenable. Ce bout de code JavaScript, il ne fait pas grand-chose. Hein. Il va ouvrir un fichier qui contient des données. Donc, si je l'ouvre, histoire que vous puissiez le voir, c'est juste un fichier TXT avec du JSON dedans. Il va ouvrir un fichier de dépendance qui va contenir des pays, qui lui aussi, alors c'est un fichier JSON qui contient juste les correspondances des identifiants pays. Et ensuite, pour chaque ligne qu'on va consommer, parce que là aussi readlines c'est un itérable, on va vouloir parser notre ligne textuelle pour la comprendre en tant que JavaScript Object. On va vouloir l'enrichir en transformant l'ID du pays avec les données qu'on a, et on va vouloir stringifier le résultat pour avoir un rendu un peu plus sympa. Si je vous montre ce que ça tourne. Donc, le résultat, c'est celui-là. À partir des données, on a juste une sortie simple. Alors, il n'y a pas du tout de complexité dans le code, mais le but, c'est qu'on va quand même essayer de le splitter proprement, histoire que ça puisse être plug and play. Parce que là, si je veux enrichir ou changer le traitement qu'il fait sur mes données, je dois venir directement toucher dans le code. Alors que potentiellement, je veux juste conditionner l'appel d'une fonctionnalité, et en soi, je n'ai pas besoin d'aller forcément toucher dans le code. Donc pour ce faire, je vais vous montrer le rendu final. Une fois que je vous aurai présenté les différents outils, on arrivera sur ce rendu-là, où on aura nos différents appels de fonctions génératrices, qui sont toutes indépendantes les unes des autres, elles font toutes leur traitement. Elles partent du principe qu'il y a des données qui arrivent, et puis elles les gèrent, et les retournent à la suivante. Et l'avantage de partir sur une finalité comme ça, c'est que en fait, si jamais je veux en conditionner un, je peux directement mettre des variables d'environnement qui n'ont rien à voir avec mon code, mais qui dépendent de mon contexte d'exécution directement dans la chaîne. Et en fait, je peux même changer l'ordre de mes logs, et ça marche très bien. Si je vous montre... Non, c'est pas ça. Non plus. Donc là, étant donné que je suis en mode pas debug, ça écrit dans un fichier, mais si jamais je change l'ordre du logger, la sortie diffère. J'ai pas touché au code, pour autant le flux de données est changé. C'est beaucoup plus simple à gérer
que la première solution. Donc pour faire tout ça, je vais d'abord vous présenter comment on consomme le flux de données en entrée. Donc initialement, si on voulait faire la même chose sans commencer à rajouter des petits tools pour nous faciliter la vie, on aurait, comme sur la solution JS, la consommation de notre fichier. On récupère l'itérable qui lit ligne par ligne. Et pour ce flux de données-là, parce que du coup les itérateurs fonctionnent aussi en mode asynchrone, donc on peut faire des for await, ça marche très bien. Et pour chaque donnée qu'on va recevoir, on va venir lui appliquer cette chaîne de fonctions génératrices. L'écriture n'est pas très sexy. Hein, ça veut dire que la première étape, c'est le parseur qui prend les données du stream, donc notre fichier. Puis sur ce résultat-là, pour chaque item qui va être généré, je vais lui appliquer ce générateur-là, qui va être appliqué après par le logger, et ainsi de suite. Pour changer l'ordre, pour les conditionner, c'est pas très pratique. Pour ce faire, pour rendre un peu plus sympa l'utilisation, il y a moyen de faire un petit tool relativement clé en main qui en fait va prendre un tableau de fonctionnalités, donc des fonctions génératrices, qui va venir pouvoir faire un filtre dessus pour prendre toutes celles qui sont définies, histoire qu'on puisse mettre des conditions et mettre undefined pour conditionner tel ou tel générateur. Et enfin, qui va appeler la fonction avec la valeur précédente. Comme ça, on récupère bien le suivant appelle le précédent. Et après, on appelle notre consommation du flux et on retourne au résultat. On retrouve ce qu'on a fait dans le Bootstrap. Sauf que c'est un peu encapsulé, et du coup, à utiliser, c'est plus simple. On a juste à gérer notre tableau de fonctions génératrices qui est ici. OK. Mais pour le moment, on a vu comment on consommait le flux, on ne voit pas comment on fait nos fonctions génératrices. Alors là aussi, je vais vous prendre l'exemple du parseur qui est où? Il est là. Pour faire un générateur classique, c'est pas très compliqué. Alors, étant donné que là on est dans une consommation de flux de données asynchrone, on doit forcément avoir à un moment donné une consommation de notre flux. Donc ça veut dire que notre fonction génératrice, elle, va consommer notre flux. Elle va faire quoi? Elle va parser ce flux, et en fait, à chaque fois qu'on va recevoir une donnée, on va vouloir faire le traitement sur cette donnée. Donc on va faire là, par exemple, je veux juste parser la chaîne de caractères, donc je vais faire un JSON parse, donc je fais juste, pour chaque item, un JSON parse. Ça veut dire que pour tous les générateurs que je veux faire pour mon flux de données, je vais devoir retrouver à chaque fois cette petite boilerplate de consommation de générateur. On peut s'en abstraire aussi bien qu'on l'a fait pour le chain, avec un autre petit utilitaire qui est là, qu'on va appeler toConsumerGenerator. On lui passe une fonction, et en fait, qu'est-ce qu'il fait lui? Il va retourner la fonction génératrice équivalente, mais avec le boilerplate de consommation. Et dans les faits, ça finit par s'utiliser comment? Eh ben, on fait nos fonctions qui font nos traitements. On s'abstrait du mot-clé return parce qu'en fait, la fonction va être appelée et elle va être yield. Donc en fait, ce qui va être retourné va être yieldé automatiquement. Et on va se retrouver avec en fait des petites fonctions qui sont testables très simplement. C'est du code. Alors là, c'est un cas très simple, mais on pourrait aller sur des fonctionnalités un peu plus complexes sans pour autant être beaucoup plus gros en termes de taille de fonction. Et on va pouvoir se retrouver à avoir toutes nos petites fonctions qui s'enchaînent bien. Là, par exemple, mon logger, au final, il fait quoi? Il fait un console log, puis il va retourner la data pour que l'étape suivante puisse la gérer, et ainsi de suite. Et on va pouvoir les chaîner les uns à la suite des autres, sans problème. Et donc, à la fin, on retombe bien sur cette chaîne de traitement sur le flux de données qui se gère en fait juste par la gestion d'un tableau de générateurs avec leur propre conditionnement. Donc on passe d'un exemple où on gère tout as a code, où là on peut se permettre une certaine couche d'abstraction où en fait on gère juste l'ordre et l'ordonnancement des fonctions génératrices. Alors comment il m'a réétendu ça? Hop. Donc conclusion. On est passé d'une méthode où en fait tout était au même endroit, dans une seule fonction. Alors, si on avait eu un cas plus complexe, je suppose que tout le monde aurait fait du splitting et de la factorisation de code au maximum. Mais là, on est sur un découpage qui est beaucoup plus logique,
où chaque fonctionnalité est dans son propre élément, ne fait que son propre traitement, il n'est pas dépendant des autres, si ce n'est que sur le format des données qui transitent. Nos briques logiques sont plug and play. Donc ça, pour quand on fait de traitement de flux de données, ça nous permet une bonne réutilisation du code et de pouvoir justement conditionner certains traitements. En termes de performance, même si on fait beaucoup de consommation et de loop avec les for off asynchrones, vu qu'en fait, on fait des yields à chaque fois et qu'on pose les traitements, on n'a pas de gros traitements de consommation de boucle. Tout se fait progressivement et en flux continu. Donc on est sur des performances équivalentes au stream. Et sur les nombreux tests que j'ai pu faire, on est soit équivalent, soit légèrement meilleur. Et en plus, on utilise des features innovantes. Alors innovantes, pas parce qu'elles sont récentes, mais innovantes parce que c'est pas beaucoup utilisé. J'ai fini. Merci de votre écoute. Si jamais vous avez des questions, on peut se retrouver pendant la pause repas. Et donc les ressources sont sur mon GitHub. J'ai pas mis le lien, j'ai juste mis le lien. Et vous pouvez me laisser un feedback sur l'application Voxren. Merci.